Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme annoncé la semaine dernière, je vais répondre à une question que l'un d'entre vous m'a posée. En effet, mon but c'est vraiment qu'on avance ensemble, que ce soit assez interactif entre nous, plutôt que d'aborder des sujets que je voudrais aborder et qui peut-être n'intéressent personne et qui ne sont pas les questions que vous vous posez ou les problèmes que vous rencontrez. Et donc j'ai sélectionné une question qui m'intéresse en même temps et qui, je pense, est un problème, une question que vous vous posez pour bon nombre d'entre vous. Mais avant de commencer, vous en avez l'habitude. Pour ceux pour qui ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous procurer ma formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le premier lien dans la description. Donc n'hésitez pas, c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner. Ceux que j'aurais bien voulu lire il y a presque 20 ans, et ça commence à passer le temps. Je les ai peut-être pas perçus de la bonne façon, mais en tout cas c'est les meilleurs conseils aujourd'hui que je peux vous donner, que je donne à mes élèves et qui va vous permettre de gagner du temps, d'éviter de vous blesser. C'est des sujets que j'aborde pas régulièrement, voire que je n'ai pour certains jamais abordé en public, qui me concernent plus personnellement par rapport à mon expérience, notamment des blessures. Et donc je vous mets, c'est le premier lien dans la description, donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore reçu, et c'est bien évidemment sans engagement, c'est pour qu'on avance encore une fois mieux ensemble. Aujourd'hui, je voulais donc répondre à la question de je sais plus qui, et j'en ai reçu tellement, je sais plus, mais la question en tout cas est la suivante. Lorsque l'on fait des cycles de progression, est-ce qu'il faut progresser sur l'intégralité des exercices que l'on fait durant la séance, ou faut-il faire des exercices sans chercher à progresser et se concentrer à progresser sur un ou deux exercices dans la séance, ou du moins pour le travail du même muscle? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent également sur les forums Superphysique. Avant toute chose, je voulais qu'on voit ensemble quelle est la définition de progresser. Cette semaine, j'avais une discussion avec un copain justement, et on parlait de cette notion de progresser, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en ce moment, je fais un podcast sur le kayak, qui s'appelle Les Secrets du kayak, qui est disponible sur YouTube, sur toutes les applications de podcast. Et mon pote écoute les podcasts et il me dit c'est bizarre, ça a l'air très naturel pour eux de progresser, de s'entraîner. Tout a l'air assez simple. Et je lui dis bah ouais, c'est comme ça que ça se passe pour ceux en fait qui ont commencé très tôt, qui sont doués, qui sont vraiment dans le cursus entre guillemets pour exceller depuis une vingtaine d'années. Et pour nous autres qui avons commencé la musculation un peu plus tardivement, et pour certains bien plus tard que moi, sachant que j'ai commencé à 14 ans, eh ben, on a dû réfléchir à comment progresser. On a dû forcer entre guillemets notre progression parce que s'entraîner tel que on le fait habituellement, comme on pourrait le faire, on pourrait imaginer voilà, qu'on fait 4 séries de 10 au développé couché et puis la fois d'après on sente la barre vraiment légère et puis que ça monte comme ça presque indéfiniment jusqu'à un très bon niveau et qu'on prenne des pecs, des épaules, des triceps de manière proportionnelle. Et ça existe pour certains, ils vont progresser de manière naturelle, ils ont juste à s'entraîner et à progresser. Et maintenant, le problème c'est que pour la majorité d'entre nous, dont je fais partie aussi, et bien en fait on doit se creuser la tête pour chercher à progresser. On ne peut pas se contenter d'arriver à la salle et se dire voilà, on va voir ce qui se passe, la barre va être légère, c'est bon, tout va passer. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je faisais des tractions, c'est un bon exemple. On avait mis une barre entre deux murs chez mes parents. D'ailleurs, j'avais bien écarté les murs à la fin, c'était pas Jojo quoi. Et à chaque fois, j'essayais, j'étais là, je faisais mes tractions en premier exo de la séance. Je devais avoir 14 ans, hein, j'étais pas très bon aux tractions. Et je faisais toujours des séries de 4. Je faisais 4, 4, après je devais faire 3, 2, etc. J'appliquais les conseils qu'Arnold avait donnés dans un Muscle and Fitness, où il disait faire et conseiller de faire 50 tractions en le moins de séries possible. Alors moi j'essayais ça, et puis chaque semaine je me disais je vais progresser et tout c'est bon, et il se passait rien. Mais rien de rien. Vraiment, je faisais toujours pareil. Et je crois que j'ai mis longtemps avant de comprendre comment il fallait progresser, parce que naturellement ça se faisait pas en fait. Ça se faisait absolument pas, et c'est une erreur que j'ai refait ensuite quand je suis arrivé en salle de 16 à 17 ans, où tous ceux qui étaient un peu balèzes s'entraînaient et puis ils progressaient, ils avaient tous un bon physique, etc. En dehors de certains qui prenaient des produits dopants, mais en fait ils progressaient tous et moi je comprenais pas, j'essayais et j'avais l'impression de forcer, de faire tout ce qu'il fallait et ça ne le faisait pas. Et donc à partir de là, j'ai dû forcer ma progression et j'ai codifié ce fait de forcer la progression par la notion de cycle de progression. Les cycles de progression, en résumé et très simplement, comme on l'a expliqué
avec une introduction au cycle de progression dans ce livre-là, ce magnifique livre, le guide de la musculation naturelle. Vous pouvez le retrouver sur, dans toutes les librairies et sur le site du diable, pour ceux que ça intéresse. Et donc, les cycles de progression, c'est une manière en fait de programmer sa progression de séance en séance. Par exemple, si on fait 4 séries de 10 à 80 kg et qu'on estime que la difficulté ressentie, même si c'est subjectif, ça peut aider, notamment quand on se connaît bien, et ben on va dire difficulté 7, et voilà, après on va peut-être mettre 1 kg de plus. Voilà, on va dire on va faire 1 kg de plus, et il y a de fortes probabilités que ça passe en dehors des variations de forme. Et ça, c'est quelque chose qui marche très très bien quand on est débutant, quand on est semi-débutant, quand on est intermédiaire. Quand on est avancé, ça marche aussi très bien, mais il faut construire ces cycles de manière un peu plus compliquée. À ce sujet, si certains veulent vraiment aller très très loin sur les cycles de progression, j'explique absolument tout dans la formation Superphysique. Et je mets pareil un lien dans la description pour ceux que ça intéresserait. Donc ça, c'est ce qui m'a permis, en tout cas personnellement, et ce qui permet à mes élèves depuis maintenant une quinzaine d'années, je coach depuis 2006, donc ça commence à faire un long moment, qui leur permet de progresser de séance en séance. Parce que naturellement, ça ne se fait pas. Il y a un loup dans la bergerie, ça passe pas. Et donc effectivement, on peut se poser la question de est-ce qu'il faut chercher à progresser sur tous les exercices que l'on fait. On avait vu ensemble dans une vidéo qui a 3-4 mois qui s'appelle combien d'exercices faut-il faire par muscle, qu'effectivement les premiers exercices qu'on va faire durant la séance, par exemple le premier et deuxième exercice, vont fortement influencer la fatigue, ce que j'appelle la notion de perte tolérable qu'on voit dans le tome 3 de la méthode Superphysique, et en fait vont influencer l'énergie qu'on va avoir sur l'exercice 3 et 4 si on fait 4 exercices par muscle. Je rappelle que le nombre d'exercices par muscle dépend de deux facteurs, c'est cette notion de perte tolérable, c'est-à-dire d'efficacité nerveuse, jusqu'où on va dans l'empiètement de la force, qui est plus ou moins important suivant comment on va forcer, on va aller à l'échec ou pas, bien que je ne recommande pas d'aller à l'échec la majorité du temps. Et d'autre part, si on entraîne un muscle à angle. Par exemple, les pectoraux sont un muscle à angle parce que les fibres vont pas toutes dans le même sens. Entre le haut de pec, le faisceau moyen du pectoral et le bas de pec, toutes les fibres ne vont pas dans le même sens. Et vous pouvez vous en rendre compte assez facilement que si vous faites du développé incliné dans la séance et du développé décliné, même si en pratique ça ne correspond pas en général quand on fait du décliné, c'est qu'on n'est pas trop fait pour les pecs, et vous allez vite vous rendre compte que vous ne perdez pas tant de force que si vous faites le décliné en deuxième par rapport à si vous le faisiez en premier en ayant fait l'incliné avant. Et ça, c'est parce que c'est un muscle à angle. Quand le muscle n'est pas à angle, un bon exemple c'est les biceps, et en fait on voit bien que quand on est crevé sur un curl, on a forcé au curl incliné ou au curl au pupitre, on a quand même perdu sacrément de la force. Et dans ce cas-là, il faut vraiment changer le muscle que l'on souhaite travailler. Et dans ce cas-là, pour les biceps, entre guillemets, on va plus chercher à travailler le brachial antérieur ou le long supinateur pour donner un peu plus de volume de manière artificielle, et puis prendre des avant-bras, parce qu'on n'a jamais trop d'avant-bras et trop de brachial antérieur. D'ailleurs, on le voit ici. J'espère qu'on le verra à la vidéo, il n'y a pas que moi qui le vois dans l'écran. Mais donc voilà, ça, c'est les deux facteurs qui vont déterminer le nombre d'exercices à faire. De ce constat-là, l'ordre des exercices est donc hyper important, parce qu'on doit mettre en premier dans sa séance les exercices les plus importants, ceux qui nous réussissent le mieux en fonction de notre morpho-anatomie, en fonction de comment on est fait, de nos antécédents. Parce que si on les fait avec de la fatigue, forcément, on va être beaucoup moins efficace, on va utiliser des charges assez légères et l'impact en termes d'hypertrophie sera réduit. Parce que, en tant que pratiquant naturel, ce qui compte le plus, c'est d'avoir un savant équilibre entre ce qu'on appelle la tension mécanique, c'est-à-dire les poids qu'on utilise, les poids qu'on met sur les barres, sur les machines, sur les haltères, le stress métabolique, c'est-à-dire le temps sous tension, qu'on peut dire que c'est le nombre de répétitions, le nombre de séries, le volume dans la séance pour un muscle, et ensuite la progression. Ce n'est seulement qu'à ces trois conditions-là qu'on va prendre du muscle. Donc la question que j'ai reçue est, comme vous en doutez, très intéressante et peut-être vous la posez. Personnellement, étant un adepte du progrès, j'ai du mal à faire des exercices sans chercher à progresser. Si je fais des exercices qui sont plus dans une optique de renforcement, par exemple travailler l'infra-épineux, plus travailler les abdominaux, que je ne cherche pas forcément à développer, mais plus à maintenir, etc. C'est des exercices que je vais faire par exemple en début de séance, sans chercher particulièrement à progresser, plus dans cette optique de prévention. Donc dans ce cas-là, la question ne se pose pas. Maintenant dans la séance, je pense personnellement, d'ailleurs, et je vais répondre tout de suite, que c'est important d'avoir un certain volume d'entraînement dans la séance pour le même muscle, parce qu'on pourrait dire dans ce cas-là,
on fait développé couché le lundi, le mercredi on fait développé incliné et on fait développé décliné le vendredi. Et dans ce cas-là, on est toujours au maximum de ses capacités. Sauf que j'ai remarqué, encore une fois d'expérience, après avoir coaché des milliers de personnes, que le volume d'entraînement durant la séance est extrêmement important. Certains appellent cela le volume gratuit. Et comme je disais, moi j'ai du mal avec cette gratuité du volume. Je cherche toujours à progresser sur l'exercice secondaire. C'est pourquoi une bonne séance de base, on va reprendre l'exemple des pectoraux, c'est 1 à 2 exercices polyarticulaires et ensuite 1 à 2 exercices d'isolation sur lesquels on va chercher à progresser en série plus longue, où on va chercher la congestion au maximum, la brûlure, pour jouer sur les facteurs secondaires de la croissance musculaire. Parce qu'on sait aussi que naturellement, rechercher la congestion et la brûlure musculaire, c'est pas optimal. Il manque le facteur, entre guillemets, tension mécanique. Mais si dans sa séance, on a cherché justement par les premiers exercices cette tension mécanique, cet équilibre parfait, qui, je dis parfait, mais voilà, vous comprenez l'idée, et bien les exercices suivants vont plus être faits dans cette optique de sensation, d'apprentissage moteur, de localisation musculaire et pour la psychologie, parce que tout le monde aime finir tout gonflé de sa séance. D'autre part, et ça c'est quelque chose qui est intégré à l'application d'ailleurs SP Training, je ne sais pas si vous l'avez, mais c'est la meilleure application qui existe pour l'entraînement, qui est disponible sur le Play Store et sur iOS. Donc je mets pareil un lien dans la description pour ceux que ça intéresserait d'aller voir ce que c'est et qui ne l'ont pas encore. C'est un sacrilège si vous ne l'avez pas, donc SP Training. On a bien intégré ça en fait en différenciant les cycles de progression à utiliser sur les exercices, on va dire, principaux, les plus efficaces. Donc par exemple, si vous faites développé couché, développé incliné, développé décliné, et les cycles de progression vont plus être dans cette optique de meilleur compromis. Et sur l'exercice d'isolation, pour les pectoraux, dans cet exemple-là, on va les effectuer en série plus longue dans cette recherche de congestion. Et ça, c'est très important parce que si on cherchait à faire ces exercices d'isolation de la même façon que les exercices polyarticulaires, d'une part pour différentes raisons, dont notamment la présence de facteurs limitants, ce serait une très mauvaise idée, on limiterait ses progrès. Et grâce à ça, en jouant sur d'autres facteurs de la progression, on va pouvoir progresser. On va pouvoir continuer à progresser sur ce troisième et quatrième exercice. Je dis 3 et 4, mais ça peut être juste 3 ou un exercice vraiment, si vous avez une forte efficacité nerveuse et beaucoup de pratique derrière vous, parce que plus on va progresser, plus les années vont s'accumuler, plus on va réussir à être fort sur un exercice et à s'impacter entre guillemets et à être moins efficace sur les suivants. Donc c'est pour ça que aussi, avec le temps, on arrive à moins en faire parce que d'une part les charges sont plus lourdes, on va plus loin dans la fatigue musculaire et entre guillemets quand on fait un seul exercice, souvent on est un peu frustré d'en faire qu'un, donc on va faire 1 ou 2 d'isolation en plus. Donc en faisant des cycles de progression différents sur les exercices, donc plutôt séries courtes entre guillemets sur l'exercice polyarticulaire du début de séance et plutôt des séries longues sur l'exercice de fin de séance, on est beaucoup moins impacté et on ne recherche pas la même chose. Maintenant, si malgré tout, il arrivait qu'on force trop sur le premier et ou le deuxième exercice de la séance et que cela impacte le troisième et le quatrième, c'est pas très grave. C'est pas très important parce qu'encore une fois, c'est les premiers qui comptent. Mais ils sont néanmoins importants, ces exercices qui sont faits après le premier et le deuxième, pour ce volume d'entraînement supplémentaire qui est vraiment très important quand on doit forcer la prise de muscle, quand on doit forcer la progression, parce qu'on joue aussi sur des facteurs de progression, entre guillemets, des facteurs de prise de muscle qui sont différents de ceux qu'on utilise avec des séries courtes. Au niveau cellulaire, c'est un peu différent et donc c'est toujours intéressant et ça peut notamment vous aider si vous avez un muscle qui a du mal à se développer. J'ai souvent parlé d'apprentissage moteur, j'ai fait une vidéo sur les séries de 100 répétitions aussi qui est disponible sur la chaîne. Et ça peut être des choses. Je reprends l'exemple des pectoraux, vous faites du développé décliné parce que vous n'êtes pas fait pour les pectoraux, vous avez des épaules qui sont très longues, vous avez des gros triceps et vous avez des pecs tout courts, tout fermés, qui ne descendent pas sur le buste. CF, la vidéo d'analyse morpho-anatomique, on avait appelé ça comment? J'analyse votre séance pectoraux, qui a quelques semaines. Vous faites développé décliné pour essayer de mieux solliciter les pecs. Et après, c'est très très important, on peut dire que vous faites du développé couché avec haltère en deuxième exercice, sans trop descendre pour vraiment rester sur les pecs. Mais après, l'exercice, par exemple, d'écarter l'élastique ou d'écarter la poulie vis-à-vis. Le pullover en général, ça marche moins bien quand on n'est pas trop fait pour les pecs, mais ces deux exercices-là, en fait, vont vous aider à mieux congestionner, à faire de l'apprentissage moteur et peuvent vraiment s'intégrer
dans cette optique de rattrapage de points faibles sans avoir à rajouter des séances, entre guillemets, entre les séances. On court tous après le temps, on manque de temps et donc c'est une bonne façon de gagner du temps, de faire ça juste après. Et en même temps, il y a un double effet qui est d'accentuer la prise de muscle de manière directe et de manière indirecte sur le moyen long terme grâce à cet apprentissage moteur. Moi, j'aime pas trop cette notion de volume gratuit, mais plutôt de volume utile. Et pour qu'il soit utile, eh ben, il faut le faire différemment. Il faut s'entraîner différemment sur ces exercices qui sont secondaires, moins importants dans la séance, que sur les exercices qui sont prioritaires et qui vont donner du muscle, mais moins que si on fait ces exercices complémentaires. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus, mais c'est vrai que quand on n'est pas spécialement, quand on ne progresse pas comme ça, eh ben, il faut se creuser un peu la tête. Et donc c'est des questions qui sont tout à fait légitimes. En tout cas, moi c'est ce que j'essaye de faire, ce que je fais appliquer depuis maintenant très longtemps, une quinzaine d'années, et ça marche plutôt bien. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Avant que j'oublie, comme d'habitude, si certains veulent aller plus loin avec mes conseils, je mets tous les liens dans la description, que ce soit pour des demandes de coaching. Je préfère qu'on me contacte avant que vous passiez sur le site pour régler. C'est mieux qu'on discute, qu'on voit si on a la même longueur d'onde et si on va faire du bon boulot. Pareil pour tous les livres que j'ai faits, notamment ces deux-là que vous avez vus. Ou pour les formations que je propose également muscle par muscle en fonction de sa morphoanatomie, qui vous feront gagner un sacré paquet de temps, parce qu'encore une fois le but c'est qu'on avance ensemble, sinon ça n'a pas d'intérêt pour moi. Si vous avez des questions pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas, il y a un lien contact également dans la description, vous pouvez y aller et ce sera avec plaisir. Si je reçois plusieurs fois la même question, j'hésiterai pas à la traiter. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si ça vous a aidé, à laisser des commentaires, un petit merci, ça fait toujours plaisir, je le dis à chaque fois mais c'est vrai. Et puis voilà, nous on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous serez encore une fois en forme. Allez, à la semaine prochaine, salut!